à tous, merci de nous rejoindre sur RTI pour votre magazine de la matinale. J'ai perdu ma boucle d'oreille en fait. Ah bon? Elle est tombée là en direct. Alors, merci pour cette information. Ouais, voilà, enfin, en même temps ils l'ont vu. Il pleut très très fort sur Abidjan, très fort. Faites très attention, il y a un brouillard pas possible, on ne voit pas à 2 mètres. Donc soyez très vigilants ce matin. En tout cas, nous on est là très heureux et très en forme d'être en votre compagnie avec toute l'équipe de la matinale. Matin Bonheur s'installe sur votre antenne. Merci d'être en notre compagnie. Merci Eva, dame à la boucle d'oreille. Merci à tous. Merci d'être en notre compagnie pour ce penultième rendez-vous de la semaine et de la saison, parce que c'est l'avant-avant-dernier numéro. Merci de nous avoir choisi afin de bien vous réveiller ce matin avec, dans quelques instants seulement, notre très cher Fatim Djedje. C'est la titrologie. On y va. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Alors, quels sont les sujets en une des journaux aujourd'hui? Eh bien, je vous propose de le vérifier en mots et en images. Et on va démarrer avec Fraternité Matin qui s'intéresse donc au prix Félix Houphouët-Boigny et titre « Ouattara magnifie les actions en faveur des réfugiés et des migrants ». Et donc, Giuseppina Nicolini et SOS Méditerranée ont reçu la récompense hier. Et on apprend aussi que le rond-point d'Adjamé Liberté est un véritable cauchemar pour les automobilistes. Allez, on va poursuivre maintenant avec la une de l'intelligent d'Abidjan qui s'intéresse à un tout autre sujet. L'enquête est bouclée, nous dit-il, au sujet des 6 personnes tuées à Ara et les gendarmes les ont abattues un à un. Vous pouvez le lire en une. On y retrouve le célèbre imam Ousmane Diakité qui désire prendre ses distances depuis son célèbre prêche. Allez, la une qui va maintenant apparaître, c'est celle de l'Expression, très certainement, qui s'intéresse donc aux polémiques autour de 2020 et s'interroge où sont passés les autres membres du RHDP, l'UDPCI, le MFA, le PIT et l'UPCI se prononcent. Je vous donnerai donc les détails de cette information lors de la revue de presse. On va maintenant poursuivre avec la une de l'Inter, qui s'intéresse aussi à l'alternance 2020 et aux mutineries et titre « Un cadre du RDR assène ses vérités ». En politique, on rembourse toujours ce qu'on reçoit, nous dit-il. Et au sujet de la réconciliation nationale, on apprend que Soro mélange les pro-Gbagbo à Paris, nous dit donc le journal. Allez, la une suivante maintenant, ça va être celle de Nord-Sud, qui s'intéresse au stock des arriérés et titre « Voici comment les fonctionnaires seront payés ». Le calendrier présenté au syndicat par le Premier ministre hier. Et le journal vous donne donc tous les détails. On va continuer avec la une de Soir Info, autant pour moi, qui s'affiche donc et titre des révélations livrées sur Soro, le RDR et l'ex-rébellion, palabre au sommet de l'État. Et on va finir avec la une de Notre Voix, que vous allez voir de suite, le journal bleu, qui titre que Obama refuse le prix Houphouët-Boigny, dont je vous parlais tout à l'heure en une de Fraternité Matin. Voilà, c'était donc la titrologie, la revue de presse aux alentours de 6h45. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Miss Djedje, avec beaucoup de plaisir. On vous retrouvera pour, bien évidemment, le détail de ces articles qui, ma foi, ont l'air fort croustillants. Aujourd'hui, on parlera agence de voyage. Oui, ce sera dans quelques instants sur RTI 1. Il sera question donc du fonctionnement, comment faire sa réservation, qu'est-ce qu'on appelle une basse saison, une haute saison, tout ça. On le saura aujourd'hui. À quel moment il faut prendre son billet d'avion d'ailleurs. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir partir en vacances. Mystère boule de gomme. Oui, mystère boule de gomme. J'attends qu'on me desserve Béoumi et puis là, ce sera super. Et puis, en fin d'émission, dans la thématique famille, on parlera bien évidemment toujours de vacances. Hein, vous le savez, il fleure bon les vacances sur la Côte d'Ivoire, les vacances scolaires et puis les vacances également pour certains salariés et travailleurs qui décident de partir en vacances en cette période. Le couple et les vacances, comment les passer de façon sereine. Ce sera donc le thème de notre thématique famille aujourd'hui. Après la titrologie, c'est la gym tout simplement avec le coach Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session de gym. Alors nous avons au programme aujourd'hui du renforcement musculaire. Pour cela, il va vous falloir utiliser votre paire d'haltères. Si vous n'en avez pas, utilisez des bouteilles remplies d'eau ou de sable et le tour est joué. Donc on part directement avec un peu d'étirement. Allez, on prend là le triceps, on essaie de toucher l'omoplate. Allez, on met la main sur le coude, on tire. On fait de même de l'autre côté. Allez, super.
Allez, la face avant du bras. Voilà. Très pareil là. Super, on relâche au niveau des épaules. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. On descend sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On finit avec des rotations externes et internes des genoux. Là, 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. OK. Alors, le premier mouvement que je vais faire, je vais coupler le mouvement de triceps extension avec de légers squats. Alors, je mets les poids dans le dos là. OK. Je fais légère flexion et lorsque je remonte, je pousse. 1, 2, OK. On va essayer de réaliser ce mouvement-là 15 fois. Top, c'est parti. 1, 2, ne forcez pas. 3, 4, 5, 6, 7. Tendez complètement les jambes. 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Allez vous souffler un peu. On respire. Voici déjà, vous devez sentir au niveau des bras que ça tire. Allez, on va y retourner encore une dernière fois. On en fait 15. Allez, on écarte les jambes juste de la largeur des épaules. OK. Et on y va. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, allez, courage, 3, 4, dernier. OK, super. Allez, on souffle, on respire. Le prochain exercice que je vous propose, c'est de faire des squats et de lever les bras de cette manière-là, OK, de face, de sorte à pouvoir travailler en même temps les épaules, les triceps et les cuisses. Alors, cette fois-ci, l'écart des jambes est un peu plus grand, OK. Là, 1, on force pas. 2, OK. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3. Prenez tout votre temps, poussez bien le fessier derrière si vous voulez le travailler. Allez, 5, encore plus, 6, 7, 8. Là, les jambes ne sont pas complètement tendues. 9, 10, 1, 2, courage, 3, 4 et 5. Super. Allez, on souffle. Respirez un peu. OK. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. Respirez. On va y aller une dernière fois encore pour ce mouvement. Allez, un peu de courage. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4. Gardez les bras bien tendus. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. 1, encore 5, 2, 3, courage, 4, le dernier, et 5, super. Allez, on peut poser ses haltères juste à côté. Alors, il est vrai qu'on a fait 2 séries de chaque exercice avec 15 répétitions. Mais si vous pouvez aller à 20-25 répétitions, n'hésitez pas.
Donc, vous faites le premier exercice 2 fois 25 répétitions si vous pouvez. Sinon, si vous n'êtes pas en forme, vous pouvez faire 15 répétitions. Pour ceux qui sont moyennement en forme, 20 répétitions. Pour ceux qui sont super entraînés, 25 voire 30 répétitions. Sur chaque exercice, je pense que ça vous fera du bien. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre session de gym. D'ici là, gardez la pêche. Allez, ciao! 6h05 à Abidjan, partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous pour ce troisième numéro de la semaine. C'est mercredi aujourd'hui, c'est le 28 juin. Et on a une pensée également pour tous ceux qui sont donc dans l'ambiance des examens, notamment nos jeunes frères qui passent en ce moment le baccalauréat. Soyez sereins parce que la première arme, entre guillemets, pour ce genre de situation, c'est la sérénité et surtout, ne pas paniquer et prendre les épreuves et voilà, se poser, bien respirer et puis bon, voilà, se donner à fond. Et en comptant, bien sûr, on ne le dira jamais assez, sur tout ce qui a été effectué donc, au niveau de l'année scolaire, comme révision, comme exercice, essayer de visualiser un peu tout ce qu'on a vu. Ça peut aider. En tout cas, bon courage et bonne chance à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le 28 juin et vous savez que chaque jour qui passe, chaque jour que Matin Bonheur fait, on a des reportages, on a des no-comments. Là, je vous envoie dans un voyage assez inattendu. Nous allons aller dans un village indien qui a changé carrément son nom et qui s'appelle désormais, bon, j'aurais voulu que ce village s'appelle Marcelin Gouvoy. Et non, ce village désormais s'appelle Trompe. Trompe. तो ये तो पूरे दुनिया में मरोड़ा पंचायत को सभी No comment, Eva. Oui, franchement, Quand, pas grand-chose à dire. le boulevard Amani Adjo Abeoumi. Très bientôt, c'est vrai, c'est vrai. Une rue va bientôt porter mon nom, en tout cas je l'espère et je vous encourage à le faire. Non mais je suis quelque peu surprise parce que c'est vrai que le président est quelque peu décrié, mais bon, s'ils y trouvent leur compte et qu'il apprécie, pourquoi pas. Les Jeux de la francophonie, c'est bientôt, on va vous en parler d'ailleurs, on va vous parler de la francophonie. C'est un terme qui est apparu la première fois vers 1880 lorsqu'un géographe français, Onésime Reclus, l'utilise pour désigner l'ensemble des personnes et des pays parlant le français. On parle désormais de francophonie avec un F minuscule pour désigner les locuteurs de la langue française et de francophonie avec un F majuscule pour figurer le dispositif institutionnel organisant les relations entre les pays francophones. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que le monde francophone donc, est composé de 274 millions de locuteurs. Donc, la francophonie, ce sont d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Le dernier rapport en date de l'Observatoire de la langue française publié en 2014 estime leur nombre à 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents. Et puis sachez que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs va recevoir les 8e Jeux de la francophonie, le Conseil permanent de la francophonie du 15 mars 2013 a retenu notre candidature pour accueillir la 8e édition. Après, je cite pêle-mêle comme ça, à Nice en 2013, c'est la Côte d'Ivoire à travers la ville d'Abidjan qui accueillera du 21 au 30 juillet, dans seulement 23 jours, les meilleurs jeunes talents artistes et sportifs francophones lors de ces 8e Olympiades francophones. Alors, hier, Marco nous posait quelques colles concernant les mots les plus longs de la langue française. On va jouer avec la langue française tout simplement. Et aujourd'hui, s'intéresser au palindrome. Eh bien, il faut savoir qu'un palindrome, c'est tout simplement un mot ou un groupe de mots dont l'ordre des lettres ne change pas, qu'on le lise de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, tout simplement. Et puis, on peut citer comme palindrome le mot kayak, qui se lit dans le même, qui se lit pareil dans les deux sens. Mais il y a également des locutions, tout simplement, des groupes de mots qui sont des palindromes, notamment mon nom. Mon nom, c'est un palindrome. Et ça va la vache, essayez, c'est également... ah ben oui, c'est également un palindrome. Un roc cornu, c'est un palindrome également. Et puis, on dira, et la marine va venir à Malte. Également un palindrome. En tout cas, la langue française est très belle et il y a de belles subtilités avec lesquelles vous pouvez jouer au quotidien.
Et puis, n'oubliez pas qu'il faut, pour que la langue soit vivante, on doit parfois l'arrimer à son environnement. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a notre manière à nous. Vous savez que les Ivoiriens ont un accent. Hein. Oui, très prononcé d'ailleurs. Oui, on parle souvent de nos frères congolais ou bien d'Afrique australe là-bas, mais les Ivoiriens ont également un accent qui se sent tout de suite quand on voyage, une attitude, un accent, un feeling. Et c'est ça qui fait aussi notre particularité. Et puis, il y a des mots nouchi qui font partie donc, du quotidien de la langue française. Par exemple, quand on dit, quand on vous a attrapé, lorsqu'on vous a attrapé dans une situation indélicate, on dit en Côte d'Ivoire, on vous a Joe ou on vous a pas. On vous a pas. Joe, ça c'est ancien. Bah oui, moi je suis de la vieille école. C'est ça. Né seulement en 1990. Donc voilà, ce sont des mots comme ça. On vous a Joe, on vous a pas. C'est couplé à la langue française, ça fait que la Côte d'Ivoire a une certaine francophonie, on va dire ça comme ça, particulière. Et il faut savoir également que certains mots du nouchi, donc l'argot ivoirien, font partie désormais de la langue française parlée en France et dans les pays francophones, notamment le mot lago, qui est passé dans le français courant, on dira, des Français. Il y a également enjaillé, qui, je crois, je vérifie, hein, serait passé dans le dictionnaire. Je vérifie et puis je vous le dis un peu plus tard. Il y a des mots un peu plus, hein, notamment que le chanteur Caris utilise, mais qu'on ne citera pas ici. Voilà, qu'on ne citera pas ici. Et oui, enjaillé est bel et bien dans le dictionnaire et ça vient du français. Voilà. Ça vient de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et puis, parfois, ce n'est pas officiel. Mais c'est couramment utilisé et c'est toléré. Et pour être enjaillé, je regarde, là on me dit que ce verbe est né dans le nouchi, langue argotique ivoirienne, dans les années 1980. Et s'enjailler signifie s'amuser, s'éclater, passer du bon temps ou prendre du plaisir. C'est un néologisme créé par le langage branché ivoirien. On peut être fier de nous. Esprit 225, orange, blanc, vert. Voilà. Et puis nous, on s'enjaille chaque matin ici hein, dans l'émission Matin Bonheur. Qu'est-ce que ça signifie? Pénultième. Si vous avez la réponse, je vous offre ma tasse avant d'aller en vacances. Qu'est-ce que ça signifie pénultième? J'ai commencé cette émission en disant que nous sommes à l'antépénultième rendez-vous de la semaine et de la saison. Alors, après antépénultième, enfin bref. Allez, envoyez la réponse donc sur Matin Bonheur, sur notre Facebook et vous aurez la tasse de Marc Aumont. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. La suite maintenant à Matin Bonheur avec un magnifique reportage qui va nous envoyer maintenant dans un giron de la mode du côté du pays de Madiba. C'est en Afrique du Sud, au pied de notre beau continent. Là-bas, malheureusement, pour eux, ils ne parlent pas français, ils parlent anglais. Mais bon, c'est jamais, hein, il y a de fortes communautés francophones là-bas. Ça va venir. Un reportage qui nous parle, mesdames et messieurs, de boutiques branchées pour dynamiser un township. La mode comme passion et comme arme contre les clichés, Mandisa Swané s'active dans son atelier au cœur de Soweto. À la tête d'une PME, elle habille le monde de Soweto à Londres en passant par Atlanta. Une preuve de plus pour cette styliste de 42 ans que l'on peut réussir quand on vient d'un township. Beaucoup de gens croient que pour réussir dans tout ce que tu entreprends, tu dois sortir du township. Et j'ai prouvé que ce n'était pas vrai. Parce que c'est ici que je travaille, c'est ici que j'ai embauché des gens et ça marche. Derrière ce succès se cache Soweto's Box Shop, une ONG locale qui vient en aide aux artisans du township en exportant leurs produits. Une boutique, des bureaux ou encore une vente en ligne font partie des services offerts par cette ONG basée à Vilakazi. Les entrepreneurs présentent un business plan et bénéficient de cours de management. Une initiative inédite en Afrique du Sud. Nous avons essentiellement appuyé des entrepreneurs locaux en veillant à ce que tous les fournisseurs soutiennent ces petites entreprises dans la communauté. Et depuis que nous avons lancé l'opération, nous avons créé un écosystème où maintenant ces entrepreneurs collaborent avec nous. Parmi les bénéficiaires, Velapim Polweni. Sa préoccupation majeure, offrir de l'emploi aux jeunes du ghetto au chômage. Une démarche qui pour lui va bien au-delà de la simple embauche. Je suis sûr que ce n'est pas seulement 8 personnes que j'ai recrutées. Derrière chacune se trouve une famille de 8 personnes environ. Et tu fais le calcul, 8 x 8, nous avons 64 personnes. Le gouvernement sud-africain a investi près de 420 millions d'euros en 2016 pour le développement des townships. Un effort encore insuffisant pour leur assurer un réel essor économique.
Voilà, bien sûr, on reste toujours dans la francophonie et la langue française avec certaines expressions qu'on a tendance à utiliser au quotidien mais qui ne sont pas du tout correctes, notamment monter en haut. Ça ne se dit pas tout simplement, c'est un pléonasme. On monte ou on descend. Donc descendre en haut, pardon, descendre en bas ou monter en haut, c'est absolument pas français. Et puis une faute qu'on fait couramment, c'est dire je fête mes 1 an de plus. Ah oui, il a eu ses 1 an de plus. Alors quand on dit déjà 1, c'est au singulier, donc inutile d'ajouter le pluriel parce que là ça devient carrément une catastrophe. Je fête mon année de plus. Voilà, tout simplement. Je fête mon année de plus ou mon anniversaire tout simplement. Donc on ne dit plus pour ces 1 an de plus ou je fête mes 1 an de plus, ça ne se dit pas, c'est absolument pas français. Ah oui, c'est absolument pas français. Et puis également, c'est vrai qu'il y a un vieux débat par rapport au fait que la langue française n'est pas notre langue d'origine. C'est vrai, mais ça n'empêche pas également de jouer avec nos langues de base, nos ethnies, tout ça, parce qu'il y a une bonne corrélation. C'est ça qui rend, bien sûr, la langue vivante. Et puis la langue française a l'avantage de nous unir. Parce que vous imaginez, on a plus de 60 ethnies. Comment on allait se comprendre s'il n'y avait pas la langue française? Et puis, même si on arrive à avoir une langue locale, le français nous permet d'avoir cette porte ouverte sur le monde. C'est un vieux débat. Il y en a qui ne sont pas pour, il y en a qui sont pour, mais en tout cas, ça nous permet quand même d'appartenir au monde et de nous insérer dans le tissu mondial au niveau linguistique. Exactement. Pour revenir aux fautes qu'on fait couramment également, alors là, vous m'avez perturbé, je l'ai oublié. Et était là, juste là, comme ça. Voilà, on ne dit pas les jurys, on dit le jury. Les membres d'un jury, ce sont les jurés. Donc si vous voulez utiliser le pluriel pour désigner donc, chacun des membres, on dira les jurés qui constituent, eux, le jury. Parce que même dans des émissions télévisées, on entend dire on va s'adresser maintenant aux différents jurys. Non, 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 on s'adresse aux différents jurés qui, eux, constituent un unique jury. Et puis quand on dit, par exemple, ça c'est au niveau des participes, la faute que j'ai commise. Parce que le COD voilà, est placé avant le verbe. Ah oui, ça nous a fatigués au lycée. Ah oui, exactement. Donc l'accord du participe passé avec le verbe avoir. Ouais, ça, c'était vraiment, voilà, c'était pas évident. Et puis on espère que, au fait, pour régler tous ces problèmes-là, pour être en adéquation avec la langue, il faut beaucoup lire. Et ça, c'est un combat. Il faut beaucoup lire. Il y a de célèbres écrivains francophones, que ce soit donc en Afrique, en Europe, qui vraiment nous donnent, avec qui on partage l'amour de la langue. J'aimerais citer ici quand même une des personnalités de la francophonie que nous devons célébrer lors de ces 8e Jeux là aussi, à qui nous devons rendre hommage, mais de façon permanente, c'est Monsieur Bernard Dadier, vraiment qui a 101 ans aujourd'hui, je crois. Qui a été honoré récemment, qui est encore en pleine forme. Ça fait plaisir de voir des précurseurs comme ça de la littérature ivoirienne encore en vie et qu'on honore de son vivant. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'on a tendance ici à attendre que cette personne très chère parte et puis rendre des hommages à titre posthume. Quand la personne est encore là, encore vaillante et qu'elle est elle-même fière de son parcours, il n'y a rien de mieux que de l'honorer et de la célébrer. Chapeau papa et puis merci pour tout ce que tu as fait pour la littérature ivoirienne. Ça fait toujours plaisir quand on est dans un pays ou bien dans un avion et qu'on voit une personne à qui on ne s'attendait pas du tout, qui a un livre de Bernard Dadier traduit dans une autre langue et qu'on arrive à lire quand même le nom et on se dit qu'on vient du même pays que cette icône de la culture. C'est un grand plaisir. Alors, est-ce qu'on a un point route, Christelle Akoussa, pour montrer un peu? On a un point route, on y va. Christelle a démarré le véhicule. Nous, on vous suit derrière avec les motos pour se mouiller pour le public. On y va. Allez, première route, premier tronçon, parce qu'il ne faut pas se tromper. Voilà, la pluie. Voilà, on vous montre que en direct. C'est en direct. Hein. Il pleut fort sur comment on appelle, 2 plateaux, c'est aux 2 plateaux à Cocody, sur le Latry, la pluie est de mise. On a pu voir ça, même si c'est de façon furtive, on a pu apercevoir que la caméra se débat avec ses gouttes. Ah bah oui, c'est pas évident le réseau ce matin. Alors, est-ce qu'on va se déplacer ou est-ce qu'on se rend? En rappelant comme ça quelques œuvres de Bernard Dadier et Monsieur Togonini, cette fameuse œuvre qui nous amène à Koumassi. Oula, la chaussée est glissante, vous pouvez le voir, très très mouillée, il faut faire très attention. Que vous soyez en retard ou pas, ce n'est pas une raison pour rouler de façon imprudente parce que si vous êtes en retard, que vous roulez mal, que vous n'arrivez jamais à destination, ça ne sert pas à grand chose. Allons doucement car nous sommes pressés. Allez. On dit rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc levez-vous dès maintenant et puis... On va voir si la chaussée est toujours mouillée donc du côté de
de Treichville, là, actuellement. Ah, c'est pas évident. Attention aux éléments de visibilité. Voilà, donc il faut faire très très attention, quel que soit l'endroit d'où on vient pour aller dans ces différents carrefours là. Il pleut, il pleut, il pleut, on ne le dira jamais assez. Ah, il pleut très 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 fort et j'imagine qu'il pleut également au plateau ou à Treichville où nous allons nous rendre à présent. Christelle Akoussard. De Gaulle. Le plateau Le De Gaulle. Ou alors on parle du Pagne Noir par exemple, qui est une autre œuvre de Bernard Dadier. Alors là, voilà, vous pouvez le voir. Hein. J'ai l'impression qu'il ne pleut pas au plateau. Après, je suis un peu myope, donc peut-être que je ne déchiffre pas bien. Il pleut. Il pleut au plateau également. Bah, il pleut sur toute la ville. Hein. Où est-ce qu'on va à présent? Normalement, c'est fini. C'est fini. Pour aujourd'hui, en tout cas pour ce moment-là, c'est fini. Et puis, parlons des Bernard. On a notre Bernard Dadier à nous, mais il y a un autre Bernard vraiment qui a fait beaucoup également pour le français. C'est Bernard Pivot avec sa célèbre émission. C'était une émission qui s'appelait c'est ça, non, je la retrouve pas. C'était, non, laissez-moi trouver. C'était, dites juste la première lettre. A. La deuxième. P. La troisième. O. Apostrophe. Voilà, c'est ça. Apostrophe. Ah non, mais je crois connaître une autre émission de Bernard Pivot qui m'a plus marqué celle-là. Je recherche rapidement. Hein. Non, Apostrophe. Parce que ma mémoire n'est plus qu'elle était. Internet, merci. Okay. Apostrophe, une grande émission francophone où c'était vraiment un passage obligé à une certaine époque, au milieu des années 80, même années 90, même avant, même bien avant, avec bien sûr des livres qui étaient décortiqués, des auteurs de talent ou reconnus comme inconnus, donc qui passaient donc sur le plateau. Bouillon de culture, voilà, juste qui est venu après, avec Bernard Pivot, une personnalité, on ne le dira jamais assez, également de la langue française, un bon vivant qui aime beaucoup le vin et le football, le bon vin et le football, soit dit en passant. Ah, il est très actif sur Twitter également, il faut le retrouver. Il fait toujours montre de sa dextérité dans le maniement de la langue française. Hein, toujours de belles figures de style, de belles envolées lyriques comme ça dont il nous gratifie sur Twitter de temps en temps. Donc vous pouvez également le suivre. Et il y a toujours un professeur de français qui nous a marqué. Oui. Il y a toujours un professeur de français qui nous a donné envie d'aimer la langue. Ça n'a pas été votre cas? Si, tout à fait. Il s'appelle, j'espère qu'il s'appelle toujours, Monsieur Esmel Meled Pierre au collège TSF de Boaké, mon prof de français en 6e. Et j'espère vraiment ce monsieur le retrouver parce qu'il m'a marqué, il m'a donné l'amour des lettres et je le recherche d'ailleurs. Donc si vous le connaissez, dites-lui que je le recherche parce qu'il m'a franchement, il a marqué toute ma carrière scolaire, on dira. Et moi je pense ce matin à un monsieur au cours secondaire protestant de Cocody, monsieur Apata. Ah, franchement, lui, il venait sans fiche, sans papier, et il vous restituait le cours. Vraiment, il vous donnait envie d'aimer la langue. Et on se cachait des fois, on le regardait marcher dans la cour de l'école et très sévère. Il ne nous a pas loupé, mais en tout cas, franchement, c'était un monsieur bien qui vivait son cours. Et c'est ça. Quand on vit ce qu'on fait, on a toujours une pierre, on a toujours quelque chose qu'on laisse, quoi. Et comme disait quelqu'un, quand on vous cherche, on vous trouve parce que vous avez laissé des traces. Et on parle des bons professeurs, c'est l'occasion également de parler peut-être des professeurs qui n'étaient pas très... Moi, je ne vais pas le citer, mais c'était mon prof d'allemand. Je ne dirais pas de quelle classe non plus. Donc, ce monsieur a fait que j'ai jamais rien compris à l'allemand. J'en ai fait les frais jusqu'à la classe de terminale. Parce que, tout simplement, il arrivait en classe, il demandait par exemple de lui donner des pièces de 25 ou de 50 francs pour acheter du jus. Et moi qui lui donnais des pièces de 25-50 francs, il me donnait 13, 14 de moyenne. Et finalement, c'était la classe de 4e. C'est la première année où on fait l'allemand, où on apprend les bases. Et pour ceux qui ont fait l'allemand, ils savent que c'est une langue très difficile, très technique. Il faut maîtriser les bases. Je n'ai jamais rien su maîtriser en allemand. Ça m'a suivi jusqu'à la classe de terminale. Et monsieur, je ne vous tire pas mon chapeau. Parce que j'étais très jeune, j'étais corruptible. Je ne sais pas qui a corrompu qui, mais c'est lui qui a proposé. J'avais une très bonne note en allemand, mais je n'ai jamais rien compris à l'allemand. Et je le regrette. Je le regrette encore aujourd'hui. Nein. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Si on parle un peu comme ça de la francophonie, c'est parce que nous voulons vous mettre vraiment en appétit. Hein. Il faut que ceux qui vont venir sachent que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens savent s'exprimer en français. Et en allemand. Oui, et accessoirement en allemand, mais le français d'abord. En tout cas, merci d'être notre compagnie. On va poursuivre cette émission en essayant de faire une émission sans faute d'orthographe, sans faute grammaticale. En tout cas, montrer quand même que, voilà, c'est la francophonie en marche
très tôt le matin sur RTI 1 en direct et en intégralité. C'est de 5h55 à 7h30 avec par exemple des reportages. On va parler là maintenant de la Turquie. Ils arrivent de toute la région pour cette journée spéciale. Ce sont des chameaux d'un type particulier, on les appelle les deve güreşçi, littéralement les chameaux lutteurs. Un spectacle très prisé pendant l'hiver dans le sud de la Turquie. Ici, on fait très attention à ce que ça ne ressemble pas aux autres combats d'animaux. Dans le deve güreşçi, il n'y a pas de blessure, il ne se casse rien. C'est pour ça que c'est une belle coutume. Une tradition qui remonterait à l'époque où les caravanes traversaient l'Anatolie pour relier l'Orient à l'Occident. Aujourd'hui, ces colosses d'environ 400 kg n'ont plus à transporter la moindre charge. Ils sont spécifiquement sélectionnés, élevés et dressés pour ces combats. Nous, les propriétaires, on pense plus à nos chameaux qu'à nous-mêmes. On les soigne plus que nous, on les nourrit mieux que nous. On y tient vraiment comme à la prunelle de nos yeux. Des règles existent pour protéger ces trésors sur pattes. En cas d'égalité, le combat est arrêté pour éviter que les bêtes ne s'épuisent. Pour gagner, il faut donc faire tomber l'autre chameau ou le faire fuir de l'arène, comme ici. Mais même dans ces cas-là, avec l'appui du public, le jury peut déclarer l'égalité pour récompenser un affrontement spectaculaire. Ce sont vraiment deux grands chameaux, ils sont au même niveau. Dans les deux camps, on est heureux, on ne s'attendait pas à un aussi beau combat. L'amour du chameau aura rassemblé plus de 4000 spectateurs ce jour-là. Un amour dévorant même, puisqu'en saucisse ou en boulette de viande, c'est bel et bien du chameau qui passe au barbecue. Que l'on se rassure tout de même, ce ne sont pas les perdants qui sont mangés. Ça vous dit pendant les vacances? Oui, j'ai déjà monté des chameaux, on va dire, à Dakar et ça fait peur. Hein. Ah oui, ça fait peur. Et vous? Non, un cheval normal, mais pas, oui. pas encore. Je vais tenter ça pendant ces vacances avec vous. Oui, je vous regarderai faire surtout. Et pour parler de combat de chameaux, il y a beaucoup de combats d'animaux comme ça qui sont décriés par les associations qui protègent les animaux, notamment les combats de coqs, combats de... Ça n'a pas fait plaisir à Brigitte Bardot. Ah, du tout. Celle qui va nous faire plaisir à nous et également à vous, c'est le journal qui s'annonce sur RTI 1, précédé bien évidemment de l'agenda et de la météo. A tout de suite. RTI 1, la chaîne qui rassemble. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, les régions du rivage océanique à la limite forestière seront marquées par un temps très instable. Les nuages bas seront nombreux dans le ciel dans ces régions. Ces nuages pourront se densifier et laisser de la pluie par endroits. Plus au nord, le ciel sera très marqué par des éclaircies et des nuages parfois très denses. Pour les variables de la matinée, la maximale affichera 25 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 23 degrés de minimale à Bondoukou-Boaké et Daloa, 24 degrés à Dambokro, 23 degrés à Gagnoa, 25 degrés à Korogo, 24 degrés à Man, 25 degrés à Odiéné, 24 degrés seront enregistrés à San Pedro comme à Sassandra et enfin 23 degrés à Tabou et à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, avec l'insolation présente dans le nord du pays, les formations orageuses isolées seront nombreuses. Ces orages pourront perturber les régions voisines par des pluies par endroits. Les régions du sud seront sous un ciel nuageux ponctué de pluie par endroits également. Pour les variables de l'après-midi, la minimale affichera 29 degrés à Abidjan comme à Diaké, 31 degrés à Bondoukou, 33 degrés de maximale à Boaké, 31 degrés à Daloa, 33 degrés à Dambokro, 31 degrés à Gagnoa, 33 degrés à Korogo, 32 degrés à Man, 33 degrés à Odiéné, 29 degrés à San Pedro Sassandra Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Les récipiendaires du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ont reçu hier à Paris leur récompense. Voyons la cérémonie de remise avec Jérôme Kofi Aboulin. Le siège mondial de la culture, à savoir l'UNESCO, quoi de plus normal que d'entamer cette cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix par une action culturelle à travers cette chanson d'Emma Chaplin. Toute chose comme pour soutenir la grande émotion des récipiendaires au moment de la réception de leur prix. Et c'est donc l'occasion pour la représentante de l'ONG SOS Méditerranée, l'une des co-lauréates avec l'ancienne maire de Lampedusa, Giosi Nicolini, d'exprimer sa gratitude en indiquant que cette récompense constitue un encouragement à toujours redoubler d'ardeur pour aider des personnes en détresse. Cette distinction nous encourage et nous aidera concrètement à poursuivre notre mission vitale. Sauver, protéger et témoigner tant que cela sera nécessaire jusqu'à ce que la Méditerranée redevienne un espace d'échange et de paix. Avant l'attribution des prix à leurs destinataires, plusieurs personnalités se sont succédées pour des allocutions en vue des félicitations et encouragements à l'égard des récipiendaires. Le président Henri Bédier, protecteur du prix, le faisant à saluer la présence constante du président de la République Alassane Ouattara à cette cérémonie avant de traduire le sens de ce prix conformément à la volonté de feu le président Félix Houphouët-Boigny pour la promotion de la paix. Monsieur le Président, votre présence constante à nos côtés témoigne de votre engagement résolu en faveur de la paix, la sécurité et le bonheur des populations ivoiriennes. Le choix des récipiendaires de l'édition 2017 du prix Félix Houphouët-Boigny se veut un exemple. Il nous rappelle qu'il ne faut rien oublier de nos valeurs de solidarité, du respect de la vie et des droits de l'homme. Elles sont inscrites dans le passé et se perpétuent dans le présent pour nourrir le futur d'une sève insatiable de paix. C'est pourquoi la référence au président Félix Houphouët-Boigny, infatigable apôtre de la paix, ne saurait être un simple rappel
à l'enjeu même de cette cérémonie qui nous rassemble. C'est dans ce sanctuaire qui incarne la sauvegarde du patrimoine mondial de l'humanité qu'a été instauré en 1989 le prix qui porte son nom. Il nous revient alors de le protéger, ce patrimoine de sauvegarde universelle, dont il est un socle sacré de rayonnement au service de la paix. Chacun de nous, dans son fort intérieur, a pour devoir de deviner l'horizon et de chercher à s'interroger sur les périls aux facettes nouvelles dans la construction de la paix. Le président Alassane Ouattara a lui aussi rappelé la mémoire du premier président ivoirien, source intarissable d'inspiration pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Je félicite les membres du jury pour la pertinence du choix porté sur les lauréats de cette année 2017, à savoir Mme Giuseppina Maria Nicolini, ancienne maire de Lampedusa et de Linosa, ainsi que les mouvements européens SOS Méditerranée, deux symboles d'engagement fidèles à l'esprit du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a ensuite insisté sur le rôle que doivent jouer des décideurs face à la question migratoire. Le défi que constituent les flux migratoires non régulés nous interpelle tous et appelle à davantage de solidarité. Comme je l'ai souligné récemment devant le Parlement européen à Strasbourg, la gestion de la crise migratoire nécessite un engagement de tous les instants, aussi bien des pays de départ, des pays de transit, que des pays d'accueil. À cet égard, il importe notamment pour les pays africains d'agir dans la durée et sur l'ensemble des facteurs à l'origine des flux migratoires, notamment, il faut le dire, les conflits, la pauvreté, le chômage, le changement climatique, mais aussi le déficit de liberté et de démocratie dans de nombreux pays. Les pays d'accueil doivent aussi mettre en œuvre, en concertation avec les pays de départ, des mécanismes de gestion des flux migratoires qui tiennent compte du respect de la dignité humaine et des valeurs de solidarité. Il a enfin saisi l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'admission de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Malgré les crises que la Côte d'Ivoire a traversées, mon pays a toujours su préserver sa tradition d'hospitalité, de solidarité et de paix, chère au président Félix Houphouët-Boigny. C'est dire que l'immigration n'est pas une fatalité. Les efforts de la Côte d'Ivoire, reconnus par la communauté internationale, ont valu à mon pays d'être élu au Conseil de sécurité des Nations Unies au début de ce mois. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour remercier tous les États membres des Nations Unies pour le soutien qu'ils nous ont apporté à l'occasion de cette élection. C'est dans un esprit d'ouverture et de coopération que la Côte d'Ivoire exercera son mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019 à compter du 1er janvier 2018. En recevant ce prix pour l'édition 2017, l'ancienne maire de Lampedusa, Giuseppina Nicolini, et l'ONG SOS Méditerranée succèdent à l'ancien président français François Hollande, primé pour son rôle déterminant dans la crise malienne. Comme lui, ces deux lauréates ont chacune reçu une enveloppe, un diplôme et une médaille. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement soulage les victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours à Abidjan et à l'intérieur du pays. Des pluies qui ont fait 20 morts, 43 blessés et plus d'une centaine de maisons détruites. L'État a dégagé près de 500 millions de francs CFA à ces populations meurtries.
Le ministre Maria Toukoné a remis les enveloppes aux victimes au cours d'une cérémonie à Gobelé dans la commune de Cocody. Issa Tchonan Yeo. 447 millions de francs CFA. C'est le montant global de l'enveloppe dégagée par le gouvernement pour soulager les victimes des pluies diluviennes. Des pluies qui ont fait plusieurs morts, 43 blessés et plus d'une centaine de maisons détruites sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu des pluies diluviennes, puis des inondations qui malheureusement ont causé beaucoup de dégâts, des pertes en vie humaine. Jusqu'à hier, on en était à 20. Des blessés, jusqu'à hier, on en était à 43. Et puis des dégâts au niveau des maisons détruites. Et donc symboliquement, c'est la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire d'apporter sa compassion et le réconfort aux victimes. Pour soulager les victimes d'Abidjan, l'État a débloqué 500 000 francs CFA par décès dans chaque famille, 40 000 francs CFA pour permettre à chacun des blessés pour les soins. Les victimes des maisons détruites comme celle de Yopougon-Koprim n'ont pas été oubliées. Chacune d'elles a reçu la somme de 300 000 francs CFA pour se reloger. Avec le soutien que nous a soutenu au début jusqu'à aujourd'hui, je vous te remercie beaucoup. Vraiment, on est satisfait. Mais on a eu un mal, mais vraiment, on est satisfait. On croit que vraiment qu'ils pensent à nous. Vraiment, on les remercie beaucoup. On ne peut que leur dire merci. Merci, ça ne peut pas réveiller le corps, les morts, mais vraiment, ça réconforte. La ministre Maria Toukoné a saisi l'occasion de cette cérémonie pour lancer un appel. L'homme peut se mettre à l'abri, l'homme peut se protéger. Et donc, il faut que les personnes qui sont dans des zones à risque puissent partir de ces zones-là pour éviter le pire. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, après Abidjan, va se rendre dans les jours à venir dans les villes de l'intérieur du pays, touchées par les fortes pluies pour traduire la compassion du gouvernement. Parlons à présent de cette activité qui concourt à la cohésion sociale. La délégation ivoirienne a rencontré les autorités libériennes dans le cadre du rapatriement volontaire des Ivoiriens au Libéria. L'enjeu de cette mission au Libéria est de convaincre un grand nombre d'exilés au retour. Le Libéria compte à ce jour environ 10 000 réfugiés libériens. Alexis Ouedraogo. Le ministère de l'Éducation nationale est partie prenante de la mission de rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens encore au Libéria. Pour son représentant, il est important de rassurer ces populations quant à l'avenir de leurs enfants dans le système éducatif ivoirien. Nous avons mis en place une plateforme d'insertion avec le Sahara qui nous permet donc de faciliter l'insertion de ces élèves dans le système scolaire ivoirien. Au niveau du primaire, l'intégration est systématique, c'est-à-dire qu'un enfant qui est rapatrié donc du CP1 au CM2, il intègre systématiquement son école. Des dispositions saluées par les autorités libériennes au cours de la séance de prise de contact et de travail avec la délégation. L'autorité du comté GD, lui-même ancien réfugié dans la ville de Guiglo, a réaffirmé l'importance pour un réfugié de retrouver sa patrie. Those that will want to be here, they will get integrated because we have been looking at them. The history tells us that our background is from the Ivory Coast. And so the coffee that they left behind so that they try to work around it because the security in the Ivory Coast is guaranteed. Des propos salués par la délégation. L'on est mieux chez soi, c'est le discours qu'ils tiennent et nous espérons que les efforts conjugués vont nous permettre d'avoir un résultat significatif en termes de retour massif de nos... Ce mardi, les premières rencontres en cours avec les réfugiés du camp Pitipi. Plus de 6 000 Ivoiriens y sont encore répertoriés. À l'étranger, une vaste cyberattaque qui a commencé à sévir hier en Russie et en Ukraine avant de s'étendre à plusieurs multinationales dans le monde. Le géant pétrolier Rosneft a été frappé par cette attaque, tout comme l'industriel français Saint-Gobain et le laboratoire américain Merck. Les ordinateurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl ont également été touchés. Le mode opératoire rappelle celui du virus WannaCry qui avait infecté plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde le mois dernier. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup, Maï Sako. Maï. On vous retrouvera avec beaucoup de plaisir à 23h.
Demain à 23h. Demain à 23h. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et puis, point météo qu'on fait, hein, parce que juste avant le journal, il y avait la météo. Mais sachez, mesdames et messieurs, que la pluie est de mise sur, en tout cas, tout le district d'Abidjan et quelques villes de l'intérieur du pays, notamment l'ouest montagneux. Voilà. Et donc, il faut faire attention à tous les éléments de visibilité de votre véhicule, tout doucement, parce que vous, télétraqueurs, vous êtes très cher pour vraiment RTI 1. Voilà, doucement, on ne panique pas. Et puis, on a une pensée pour tous ceux qui habitent dans des situations, dans des maisons situées à des moments, à des endroits vraiment difficiles. Quand on dit de partir de ces endroits-là, il faut partir pour ne pas avoir assisté à des scènes comme on vient d'en voir dans le journal tout à l'heure. Mais voilà, on croise les doigts pour que tout se passe bien pour vous. Tout se passe également bien pour elle. Depuis le début de la saison, globalement, elle tire son épingle du jeu. Elle, c'est Fatim Djidji avec sa prononciation particulière qu'on aime. Mais l'esprit y est, l'esprit de toujours restituer l'information, la vraie, celle qui vient de la source, c'est-à-dire des journaux. Fatim, rebelote, c'est parti. Et on démarre avec donc le drame d'Arras. Selon l'intelligent d'Abidjan, hier, le général Nicolas Kouakou, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités suite à la tuerie dont a été la cible 6 agents des pompes funèbres d'Arras. Ara. Merci Marcelin. L'enquête est donc terminée. Les gendarmes incriminés sont arrivés hier à Abidjan et ont été déférés à la MAMA, c'est la maison d'arrêt militaire d'Abidjan, et poursuivis pour homicide volontaire. Selon le commissaire du gouvernement, les vrais braqueurs étaient à pied après leur forfait au cours duquel ils ont emporté près de 32 millions de francs CFA. Les gendarmes n'étaient pas du tout en légitime défense. Aucune des victimes n'avait une seule arme, a-t-il fait remarquer, ce qui démontre une exécution sommaire. Dans la foulée, le premier responsable du tribunal militaire d'Abidjan a annoncé que 27 agents des forces de l'ordre impliqués dans 19 faits de racket seront présentés devant le tribunal militaire d'Abidjan pour répondre de leurs actes dès ce jeudi. On va revenir sur l'alternance en 2020 au sein du RHDP. Et après les sorties des ténors, des grands partis, eh bien l'expression donne la parole aux plus petits partis. Soro Mamadou, président par intérim de l'UPCI, propose une primaire ouverte à tous les candidats se réclamant du RHDP, car dans une démocratie, seuls les militants doivent décider, dit-il. Yaya Fofana, porte-parole du MFA, affirme qu'on ne doit pas reprocher à un parti politique d'avoir une ambition, celle de conquérir le pouvoir d'État. C'est tout à fait légitime, mais il faut privilégier le dialogue, car nous sommes tous des enfants de Félix Houphouët-Boigny. Le professeur Seka Joseph, président du Parti ivoirien des travailleurs, pense que les uns et les autres doivent se calmer car 2020, c'est loin. Et enfin, Deli Mamadou de l'UDPCI affirme que son parti aura bien son candidat en 2020, un certain Mabri Touakeus. On va s'intéresser maintenant à une institution opaque, le Burida. Grâce à l'Inter, voici donc les clés du mécanisme de perception des droits d'auteur et leur répartition. Alors au titre des taxations, les petites structures d'exploitation telles que les radios communautaires et autres espaces de divertissement, c'est-à-dire les maquis et boîtes de nuit, payent 100 000 francs CFA par an, soit moins de 10 000 francs par mois. Les grandes radios commerciales, les plus connues, elles déboursent 10 millions de francs CFA par an, soit moins d'1 million de francs par mois. Alors une fois ces taxes perçues au Burida, le partage se fait selon le quantum des chansons des divers artistes. Et le Burida, à partir d'une playlist transmise par les différents exploitants, attribue en moyenne 100 francs par chanson jouée. Cependant, ces 100 francs n'iront pas directement au seul artiste, comme on a tendance à le croire, mais seront partagés entre les différents intervenants sur chaque chanson exploitée, c'est-à-dire l'auteur, le compositeur et autres. Alors malgré tout, nous dit l'article, la réalité est tout autre sur le terrain lorsqu'il s'agit de bénéficier pleinement de ces droits, en général en Afrique et a fortiori en Côte d'Ivoire. La législation et le mécanisme est source de conflits entre les organes de gestion et les bénéficiaires, sans oublier les nombreuses zones d'ombre qui demeurent, nous dit l'article. On parle de sport maintenant avec Nord-Sud et la question du jour, la SEC doit-elle conserver ou laisser partir Aristide Bansé? Alors un jeune homme interrogé répond, Aristide Bansé est un joueur international et il nous a permis de gagner le championnat, on doit le maintenir pour le bien de l'équipe. Un autre nous dit, il doit rester pour continuer ce qu'il a commencé. Et enfin, une troisième personne répond, s'il part, je ne pense pas qu'il y aura un meilleur joueur pour le remplacer. C'est donc un véritable plébiscite pour ce joueur.
On part maintenant à l'international, alors qu'a lieu à Paris le procès des biens mal acquis dans lequel Théodorin Obiang, vice-président de Guinée équatoriale et fils du président, est jugé pour blanchiment et détournement de fonds publics. La fille et le gendre du président congolais, Denis Sassou Nguesso, ont à leur tour été mis en examen dimanche pour les mêmes motifs. Alors saisie par des associations anticorruption, la justice française enquête sur les fortunes de 3 familles de dirigeants africains, celle de Denis Sassou Nguesso au Congo, de Théodoro Obiang Nguema en Guinée équatoriale et d'Omar Bongo, le président gabonais décédé en 2009. Alors les magistrats financiers tentent de déterminer si leurs fortunes ont pu être bâties grâce à des affaires de corruption et à des détournements de fonds publics. Et on finit avec cette très belle initiative. Un Canadien de 10 ans est victime d'harcèlement à l'école et pour tenter de remédier au problème, sa mère a fait appel à des associations de motards. L'enfant est donc arrivé à l'école entouré de ses nouveaux amis sur de grosses cylindrées, tous vêtus de cuir, et il en a mis plein la vue à ses petits camarades qui avaient pour habitude de l'embêter. Alors moi, ça m'a donné une idée pour la rentrée prochaine. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné à l'école, eh bien, sachez que Eva et Marcelin se feront un immense plaisir de vous y conduire, j'en suis sûre. Alors pour ça, il suffit de contacter la rédactrice en chef, Fatih Katiga, par mail ou autre, qui elle transmettra. Et donc, je pense qu'à la rentrée, on verra Eva et Marco devant les établissements scolaires ivoiriens. N'est-ce pas? Pardon, vos enfants. Voilà. Puis les parents vont venir animer ici à 5 h du matin. On se fera un plaisir de les mener à bon port. Absolument, absolument. Donc merci, on compte sur vous. On vous retrouve demain. Et puis on rappelle que vendredi, c'est la dernière de Matin Bonheur, dans 2 jours à peine. Et vous verrez, Fatim Didier vous réserve des surprises. On n'en dira pas plus. On vous garde toute la sève de cette dernière. Mais soyez là à partir de 5 h 55. De belles choses se préparent pour vous. Vous serez surpris. Vous aurez beaucoup de choses. Alors, je tiens à dire quand même, je ne vais pas danser le zigilbiti. Si c'est ce que vous pensez, autant le dire tout de suite. Ce ne sera pas le cas. Ce ne serait pas de refus. Merci Fatim, à demain. À demain. Merci beaucoup. Alors Marco, on va s'intéresser à présent aux 10 mots les plus utilisés de la langue française. Oui, les 10 mots. Ah oui, ça. On allait poser la question à Fatim, mais elle a vite fait de partir. Les 10 mots, quels sont les 10 mots les plus utilisés en français? Alors, pour commencer, il y a les 2 auxiliaires. Être et avoir. Il faut savoir que être est en première position. Après, il y a avoir, bien sûr. Il y a faire. Il y a dire. Ah oui, dire. Ah oui. Après, il y a pouvoir. Après, il y a tout simplement. T-O-U-T. Ensuite, aller. Voir. Homme. Homme avec H minuscule. Et oui. Bah oui, parce qu'on parle tout le temps de vous, tellement vous faites des bêtises. Même la langue française, même nous épingle. Homme, c'est le 9e mot le plus utilisé. Et puis le dernier. 10e, ce sera tout simplement vouloir, parce que c'est important d'avoir de la volonté dans la vie pour arriver à ses fins. Et que les femmes veulent toujours plus. Un petit reportage pour vous, histoire de... Il faut sortir. Mais non, nous sommes très bien là. En tout cas, on sent les vacances. Franchement, on est très content d'être en votre compagnie, c'est vrai, mais on est content aussi de savoir que les vacances arrivent. Et Christelle Akoussa vous emmène dans un reportage qui va carrément vous plonger sous les mers. On regarde. Dans ces coffres, 120 bouteilles de vin à 40 mètres de profondeur. À Saint-Mandrier, sur la côte d'Azur, ces plongeurs remontent ces bouteilles de Bandol, enfouies 1 an plus tôt, pour tester l'effet des abysses sur la conservation du vin. Dans l'obscurité et à température constante, le processus de vieillissement serait beaucoup plus lent et donc meilleur que dans une cave normale. L'idée ne date pas d'hier, c'est en explorant des épaves qu'elle est née. On a trouvé des amphores qui dataient de plusieurs centaines d'années, même millénaires. Et plus récemment, on a trouvé des bouteilles de champagne ou des bouteilles de vin qui avaient coulé il y a plusieurs dizaines d'années. Certaines même avaient coulé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les gens qui les dégustaient y trouvaient un très bon goût. Entre la Méditerranée et les montagnes, les vignes de Bandol et leur cépage roi, le Mourvèdre, bénéficient d'un climat unique. Pour ce vigneron, bonifier son vin sous la mer tombe donc sous le sens. Et il y a 2 choses qui sont importantes, c'est non seulement de vivre longtemps, mais de vivre bien. Et nous, notre recherche, c'est élever un vin qui, dans le temps, va se bonifier. Et c'est le cas des Bandols.
pendant des décennies. Et évidemment, si on peut arriver à gagner 1 ou 2 décennies de plus, ça peut nous intéresser. Voilà. Avant de débouchonner, il faut retirer la cire qui empêche le bouchon de céder à la pression. Un panel d'œnologues professionnels a dégusté à l'aveugle ces vins 1 an après, en les comparant avec les mêmes bouteilles conservées en cave. Résultat, les vins rouges passés par les fonds marins paraissent plus jeunes. Une belle matière en bouche, une belle structure, des notes fruits noirs très très mûrs, des notes également presque un petit peu chocolatées, donc on va aller vers des arômes secondaires mais qui ne sont pas encore appuyés aujourd'hui. Donc c'est un vin d'avenir. Des expérimentations similaires existent déjà un peu partout dans le monde. Pour l'heure, les bouteilles sous-marines de Bandol ne sont pas commercialisées. Mais les vignerons comptent un jour ancrer leur prestige avec un haut de gamme des profondeurs. J'ai toujours rêvé de faire une plongée sous-marine, franchement. Vous savez nager? Oui, j'étais bribes, j'étais bribes. En tout cas, si vous ne savez pas nager, c'est sûr que vous allez plonger et que vous serez carrément sous l'eau. Non, mais là, on est guidé, là, on peut le faire. Il y a des plongées sous-marines pour les nuls, comme nous. Hein, vous savez nager? Du tout. Alors, je coulerais comme me faire à repasser. J'ai peur de l'eau. Et pourtant, il y a la plage à Béoumi. Hein. Oui, le Bondama passe par là, donc on a une belle plage. Mais je ne sais toujours pas nager. En tout cas, j'espère que vous allez passer de très très bonnes vacances également. Quels que soient les moyens, il y a toujours un moyen, bien sûr, on va dire ça comme ça, de passer de bonnes vacances. Et ce sera le thème avec notre spécialiste de famille. Comment organiser votre temps de vacances en couple? Qui décide? Comment ça se passe? Comment on met les moyens? Est-ce qu'on fait ça ensemble? Ou bien chacun apporte sa part? Enfin bref, on va voir toutes les informations et tous les conseils avec l'une des femmes qui nous aura marqué donc, tout au long de cette saison par sa clarté dans ses explications et surtout, tout simplement le fait que c'est une très très bonne personne. Elle sera avec nous, Dr Bernadette Asso-Nguessan. Ce sera dans la dernière virgule de cette émission. Parlant de virgule, virage, route, un point route. C'est parti. C'était belle celle-là, je ne m'y attendais pas. On se rend compte que la pluie a cessé, le ciel est en train de s'éclaircir sur les 2 plateaux, précisément sur le boulevard Latry. Ça nous a nettoyé un tant soit peu nos différentes caméras et vous pouvez vous rendre compte que la circulation a repris son cours normal. Treichville, ensuite Treichville, Koumassi ou bien, oui, Treichville tout simplement. La circulation se fait de plus en plus vivante avec les traditionnels cars qui relient Abidjan et Bassam et tout ça. Et les gros camions également hein, qui sont en plein balai sur l'asphalte. Mais c'est mouillé, il faut faire très attention. On ne le dira jamais assez. Koumassi à présent, chaussée toujours mouillée, on peut le voir. Circulation néanmoins beaucoup plus vive qu'il y a quelques instants. On remarque en même temps que la pluie ayant cessé, c'est beaucoup plus facile de vaquer à ses occupations. Et nous allons bien évidemment terminer avec ce beau panorama, belle vue donc d'Abidjan qui nous déploie donc toute sa beauté à travers le De Gaulle. Regardez, on sait que c'est sombre là, il pleut même. Là franchement, c'est pas évident de se déplacer aujourd'hui. J'imagine, j'espère hein, que les feux ne vont pas donc, parce que chaque fois qu'il pleut comme ça, les feux sont en panne et ça dérange les automobilistes. On a l'impression que c'est les feux de bois qui s'éteignent. C'est censé être des feux tricolores quand même. On a l'impression qu'il y a du charbon et qu'une fois qu'il pleut, c'est mouillé, paf, il n'y a plus de feu. Et bonjour les embouteillages, bonjour l'incivisme. Les nouveaux trous sur la route et puis voilà, on attend que le trou devienne tellement un ravin grand, carrément. Ou bien voilà, donc il faut faire attention et on espère qu'il y a une police pour vérifier tout ce qui ne va pas sur les routes en temps réel pour que ce soit réglé. Alors, vous parlez de police qui doit vérifier. J'ai lu il n'y a pas longtemps une phrase qui m'a tellement fait rire sur Twitter qui disait qu'on construit des infrastructures et la pluie vérifie que ça a été bien fait. Donc, ce n'est pas la police qui vérifie, c'est la pluie parce qu'après les pluies, on voit le véritable état de nos routes qui sont fort dégradées. On se demande avec quels matériaux les réparations sont faites. Mais franchement, il est temps de se pencher précisément sur ce problème. Avant de recevoir l'invité de notre thématique famille, on va parler à présent et rapidement des figures de style parce que vous le savez, les Jeux de la francophonie, c'est pour bientôt. Nous, on a décidé de s'amuser un peu avec la langue française ce matin. Alors, une figure de style, je pense qu'on a tous la classe de quoi? 5e? Ah, ça dépend. Ça dépend des écoles. Hein. Ceux qui ont le programme français, le programme... Oui, voilà. On sait que la figure de style, c'est d'abord une façon de s'exprimer. Elle modifie le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. Il existe des figures d'analogie, d'animation, de substitution, de pensée, d'opposition, de construction, de sonorité, d'insistance ou au contraire
d'atténuation. Et il y a plusieurs figures de style, hein, mesdames et messieurs. On va commencer par exemple par les plus populaires. Par les plus populaires. Une allégorie, c'est donc la figuration d'une abstraction, par exemple l'amour, la vie, par une image, un tableau, souvent par un être vivant. Exemple, bien souvent on compare le corbeau par exemple à l'oiseau de la mort. Donc là c'est une allégorie tout simplement. Pour désigner la mort, on peut utiliser le corbeau. Et puis on va parler également de... L'allitération? Enfin je voulais l'éviter parce que c'est pas facile à dire. Alors c'est la répétition de sons identiques dans la même expression ou phrase. Alors vous pouvez entendre par exemple la chasseresse sans chance ou de son... son séchoir, son sang sur ces chasses-là. C'est pour ça que je voulais l'éviter. Eh bien, dit-on. C'est une allitération de la lettre S. Pour qui sont ces serpents qui sifflent au-dessus de nos têtes? Ouais. Voilà. Et puis, on a également... on va citer encore, par exemple, l'euphémisme. Tout simplement, c'est l'une Pourquoi vous évitez ce qui est difficile? On va y aller doucement. C'est une des figures de style les plus connues. L'euphémisme est une figure qui consiste tout simplement à remplacer une expression littérale qui exprime une idée désagréable ou triste par une forme atténuée, adoucie. Pour dire par exemple que quelqu'un est mort, on va dire qu'il nous a quittés ou il a vécu tout simplement pour annoncer la mort. Et c'est un euphémisme. Et on va terminer par cette figure de style qui est restée populaire pendant les avant-dernières élections françaises avec un certain François Hollande, l'anaphore. Moi, président de la République, moi, président de la République. Eh bien, l'anaphore, c'est un procédé qui consiste à commencer par le même mot, les divers membres d'une phrase. Moi, animateur de Matin Bonheur, je serai toujours fidèle à Eva. Moi, animateur de Matin Bonheur, je serai toujours là pour vous dire que maintenant, nous allons passer à la réception de notre invité dans le volet de la thématique. Moi, animateur Matin Bonheur, je vous lance maintenant le générique. Moi, animateur Matin Bonheur, je vous annonce maintenant qu'il aura la thématique. Et moi, animateur de Matin Bonheur, je vous aime tout simplement. Man in Black, inimitable. Comme moi, l'élégance au masculin. Uniwax révèle l'élégance africaine. Mais seulement, on le fait ensemble. De la vie. Pour les travailleurs, c'est l'occasion de changer de rythme et plus particulièrement de le ralentir. Que l'on aille au bout du monde, à quelques kilomètres de chez soi, ou que l'on reste tout simplement à la maison, les vacances sont une cure de santé. Mais quand il s'agit de voyager en couple, c'est tout un programme. C'est retrouver sa moitié dans un autre contexte. Je voyage beaucoup avec mon mari pendant les vacances pour aller se relaxer, discuter beaucoup, surtout pour notre problème de couple. Bon, actuellement, lui, il est en voyage. Je suis là avec les enfants pour laisser des consignes. Et puis après, je le rejoins. Ma femme, en vacances, on peut aller voyager. En fait, c'est qu'on ne peut pas faire à la maison pendant les 9 mois. Donc, on peut voyager, même si ce n'est pas avec les enfants. On peut voyager avec ma femme. Aller se divertir. Mais cette année, je ne suis pas allé en vacances. C'est ma famille, les enfants qui sont allés en vacances. Ils sont partis en vacances avec les enfants. Pour le couple Amani, les voyages en famille sont mieux. Sinon, le chef de famille préfère s'envoler seul pour la découverte de nouveaux paysages. Les vacances, pour nous, c'est un moment très important dans la vie. Nous avons été à Yamoussoukro pour aller visiter la ville de Yamoussoukro et puis à Boaké ensemble. Et lorsqu'il s'agit de sortir du pays, là, je l'ai fait souvent seul parce que, bon, je me dis qu'aller loin du pays avec madame, laisser les enfants seuls, il y a un peu plus de risques. Donc c'est ce que j'ai fait. Il y a de cela quelques années. Là aussi, je suis un peu d'accord avec lui. Parce qu'aller loin, laisser les enfants, souvent ils sont malades. Si nous deux, on n'est pas là, c'est pas facile. Malgré tout, pour l'année prochaine, Pascal Amani promet faire plaisir à sa femme pour un voyage en amoureux au Maroc. Nous sommes en train de faire un programme pour que d'ici l'année prochaine, en tout cas,
j'envisage de partir avec madame découvrir le Maroc ou le Sénégal. Partir en vacances en couple, ce n'est pas un programme de cet homme. En fait, les vacances sont pour un travailleur une occasion pour s'éclater, pour se réjouir et puis revenir, reprendre son travail. Par contre, moi, j'ai choisi les vacances pour aller me forger, pour me former et puis voilà. Alors, ça fait que quand je voyage seul. Je ne voyage pas avec madame. Si les vacances sont l'occasion de retrouver l'autre, elles permettent aussi de se retrouver soi-même. Et pendant les vacances, le couple passe du trop peu au trop plein, un côté fusionnel, excessif qui peut être un piège. D'où cette interrogation. Le couple doit-il tout partager, d'autant qu'il est essentiel de se faire désirer? Comment y parvenir s'ils sont en permanence collés l'un à l'autre? Voilà, créer le manque, c'est important. Violente question. Bonjour docteur. Bonjour. Le sujet, vous l'avez compris. Oui, c'est le couple et les vacances. Est-ce que, première question, c'est dans les mœurs africaines, je dirais plus précisément ivoiriennes, de partir en vacances? Non. Non. Pourquoi? C'est culturel. Notre culture n'implique pas ou n'inclut pas la notion de vacances dans la vie quotidienne. Les vacances, c'est quand on prend nos grands-parents ou nos parents, c'est quand ils prennent un moment, ils disent à la femme avec les enfants, comme ce sont les vacances scolaires, il faut peut-être aller saluer les grands-parents dans un autre village ou à la ville. C'est juste cette notion-là. Mais la notion de vacances pour dire que on va se préparer comme le font les couples ou les familles en Occident, ce n'est pas des habitudes des Ivoiriens. Et autour de vous, vous allez regarder, vous allez vous rendre compte que tout le monde travaille 12 mois sur 12 et que personne ne prend véritablement de vacances jusqu'à ce que survienne le surmenage ou la maladie. Non, on ne prend pas de vacances. Les vacances, traditionnellement aussi, pourraient être la fin de la récolte. À la fin de la récolte, on s'accorde un temps de repos, mais généralement, on reste sur place. C'est à ce moment-là qu'on s'adonne à beaucoup de jeux au niveau des enfants et tout ça. Et puis au niveau des adultes, les parents, c'est le lieu qu'il y a les conversations, on dit sous l'arbre par l'arbre, un certain nombre de choses comme ça, ou des séances pour des jeux au niveau traditionnel. Mais les vacances telles que conçues par l'Occident, non. Mais attends, les vacances, c'est les vacances. Oui. Il n'y a pas de coloration. C'est quoi en fait les vacances? Qu'est-ce qu'on appelle vacances? Est-ce qu'on est obligé de suivre forcément le rythme de l'Occident? Malheureusement, c'est l'imitation que nous faisons tous. Et ça ne correspond pas véritablement à notre mode de vie, à notre manière d'être, ce que nous sommes véritablement. Les vacances, c'est une période qu'on s'accorde pour dire qu'on fait le break, qu'on fait l'arrêt, le stop par rapport à une activité, par rapport à un certain nombre de choses. Donc cette période-là, qu'on appelle les vacances, on se laisse un temps, on fait une rupture, non pas au sens dramatique de brisure ou qui va dévaster, non, mais un temps d'arrêt en termes d'interruption voulue, préparée pour passer à autre chose. Voilà ce que nous appelons vacances. Alors, on comprend que quel que soit le domaine d'activité, quel que soit ce qu'on fait, il faut impérativement prendre des vacances dans l'année. Oui. Qu'on bouge, qu'on ne bouge pas, peu importe la façon dont on va occuper notre temps de repos, il est impératif d'avoir des vacances. Oui. La durée de ces vacances-là, idéalement, ce serait quoi? Alors, idéalement, tout dépend de chaque personne. Pour le travailleur, c'est clair. La convention collective interprofessionnelle dit que c'est un mois. Après 12 mois de travail, vous avez un mois pour vous reposer. À chaque niveau, on peut donner le temps. Le médecin ne pourra pas prendre un mois comme ça, partir si c'est un spécialiste, si ça va poser beaucoup de questions, ça va poser beaucoup d'arrangements. Et donc, idéalement, je pense une bonne semaine où on se coupe de tout ce qu'on a l'habitude de faire et on va ailleurs. Le préférable, c'est sortir de son environnement quotidien et aller ailleurs. Et profiter véritablement de ce temps-là, de la semaine, à faire véritablement des choses qu'on aime faire, des choses qu'on aurait voulu faire, mais qu'on ne pouvait pas faire. C'est le temps, mais des choses qu'on aime faire et non pas se mettre encore des contraintes quand on dit qu'on est en vacances. Ok, les vacances dans un couple,
comment ça doit se réglementer? Qui décide des vacances, qui donne vraiment le tempo? Et puis comment concrètement ça se décide? En amont, en aval? Alors, qui donne le tempo, le top départ? Je pense que quand on parle de couple, c'est une vie à deux déjà. Et donc, normalement, partir en vacances, c'est une décision de vie commune. Donc, la décision doit être prise ensemble. Mais nous disons que le mari est le chef de la famille. Donc, la décision peut venir de lui. Mais sinon, c'est une décision concertée car les vacances impliquent beaucoup d'organisation, beaucoup de préparatifs. Et donc, il faut associer son partenaire pour que les préparatifs donnent lieu à des vacances agréables sans stress. Est-ce que c'est bon de partir à deux? Vu qu'on a vécu toute l'année ensemble, comme le reportage le disait, toute l'année ensemble, on s'est disputé, etc., etc. Est-ce que c'est pas bon pour chacun prendre un temps pour soi? Bon, c'est vrai que partir en vacances, nous disons qu'il y a 4 formes de partir en vacances. Hein. La première chose, c'est tout le monde va en vacances. Toute la famille s'en va. On laisse la maison et tout le monde s'en va. La deuxième possibilité, c'est que l'un des parents s'en va en vacances. La troisième possibilité, c'est les enfants s'en vont, les parents restent. La quatrième possibilité, les parents s'en vont, les enfants restent. Voilà les 4 façons de partir en vacances. Mais chacune des fois, une période bien déterminée, des organisations spécifiques et tout cela. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut partir en vacances. C'est vrai que passer 12 mois à s'occuper des choses quotidiennes, c'est beaucoup plus en termes de parents, en termes de couple, c'est beaucoup plus des devoirs. Hein, mon devoir de père, mon devoir d'époux, mon devoir de chef de famille, et juste à côté, mon devoir de mère, mon devoir d'épouse et de mère et de maîtresse de maison. Après cela, décider encore de partir, et parfois même en transportant les quelques conflits latents qu'on a laissés au congélateur ou au réfrigérateur, ou au micro-ondes, selon que c'est froid ou chaud, qu'on a laissé, qu'on voudrait aller régler peut-être par la présence des enfants. Non. Si nous devons partir en vacances, c'est pour faire des choses agréables. On ne doit pas transporter en vacances. Le mot vacances, c'est la vacation, c'est la liberté. Donc on ne va pas en vacances en transportant donc des conflits. Donc il est bon que s'il y a eu beaucoup de tensions et tout ça dans l'année, c'est bon de partir séparément, un tout petit peu, et puis ensuite après, se retrouver pour terminer les vacances et revenir ensemble. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors pour vous, les vacances idéales, c'est quoi? Les vacances idéales? Là, je m'adresse à la spécialiste de la famille. Alors, les vacances idéales, c'est... Pour le couple, c'est d'abord de partir ensemble, de dire aux enfants qu'on va partir, une période bien connue de tous, on part tous les deux, mais à un moment donné, on se sépare. On se sépare et puis on se remet ensemble pour revenir comme on est parti de la maison. Wow. Les enfants ne doivent pas savoir que, chemin faisant, à un moment donné, vous vous êtes séparés là-bas. Non. Vous partez ensemble de la maison, vous prenez donc des dispositions pour la gestion de la maison. Ensuite, quand vous êtes sortis de la maison, vous vous séparez un temps soit peu, peut-être 2 jours, 3 jours, selon les moyens dont vous disposez. Et puis, vous remettez ensemble pour terminer les vacances ensemble et vous revenez comme vous êtes partis. C'est cela, les vacances idéales. Et à faire, comme nous disons, les choses qui font plaisir, des choses, on expérimente de nouvelles choses. Voilà. Ah bon? Alors, le lieu des vacances. Qui choisit? Parce que bien souvent, le monsieur qui, par exemple, le couple vit à Abidjan, la belle famille, donc la famille du mari est, on va dire, à Korogo, il n'a pas le temps pendant toute l'année de voir, il décide, on va voir les parents, alors qu'il y a peut-être des tensions, la belle-fille n'est peut-être pas acceptée dans sa belle famille, etc. On lui dit, mais non, on va en vacances chez tes beaux-parents, ça peut créer des tensions. Donc le choix, il doit être commun. Oui, comme les préparatifs. C'est ensemble d'abord qu'on décide qu'à telle période de l'année, nous partons en vacances. Donc, il faut le faire coïncider avec les vacances de la grande majorité. C'est-à-dire, si le papa travaille, la maman travaille, les enfants vont à l'école et tout cela, il faut choisir la période des vacances scolaires. De cette façon-là, il n'y a pas de contraintes par rapport à la gestion des enfants. Les vacances scolaires, donc, ça peut être les grandes vacances scolaires, comme les petits congés intermédiaires. Et donc, choisir cette période-là
pour caler, excusez-moi l'expression, pour choisir sa période de vacances quand on est au niveau professionnel. Le négocier avec son employeur pour faire coïncider cette période-là avec la période de vacances des enfants. Ensuite, une fois que la période est décidée, on la connaît, on se prépare. Parce qu'on ne se lève pas pour aller en vacances juste pour aller en vacances. Il faut se préparer financièrement, il faut se préparer matériellement, il faut se préparer psychologiquement, il faut se préparer spirituellement. C'est tout un ensemble de choses qu'il faut mettre à plat et fixer les objectifs de ces vacances-là. Alors, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on fait en vacances qu'on n'a pas fait toute l'année? Parfois, on est vite dans la redondance. On s'est vu, je parle du couple, hein, du cas où, par exemple, on s'est vu 365 jours sur 365. On est là, bon, qu'est-ce qu'on va faire en plus en vacances? Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour raviver la flamme, pour recréer quelque chose, un environnement qu'on n'a pas eu pendant ces 365 jours? Alors, ou, par exemple, on allait des fois en week-end. Hein. On allait en week-end, on a eu des déplacements, il y a eu des jours fériés. Qu'est-ce qu'on fait en plus pendant un mois? Se regarde les yeux dans les yeux. Bon, alors là, vous dites un mois, mais les vacances, ce n'est pas forcément un mois. C'est un temps qu'on détermine ensemble. Et donc, nous disons que c'est là les objectifs il faut connaître les objectifs des vacances. Quand on prend des vacances, nous devons avoir déterminé à l'avance les objectifs de ces vacances précises. Par rapport à la durée et par rapport au lieu où on va. Il faut se fixer des objectifs. Alors, en termes d'objectifs, ça peut être... c'est pour se familiariser encore avec la belle famille, avec tout ce qui se fait au village. Donc, on va en grande découverte avec les enfants. C'est les grandes découvertes. Ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est peut-être aller prendre une machette. Vous y allez, vous prenez la machette ou la daba. Vous allez, c'est une découverte. Vous allez cueillir du cacao. À la pêche. Vous allez faire toutes ces activités que nos parents ont eu l'habitude de faire, que vous, en tant que travailleur en ville, vous n'avez pas l'occasion de faire. Peut-être que vous avez fait ça dans votre temps d'enfance, mais vous avez oublié parce que les contingences de la vie ne vous ont plus permis. Vous avez envie de retourner à ces choses-là. Donc, vous allez à ces choses-là. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Tout à l'heure, j'ai entendu, en parlant peut-être de faire l'amour. On le fait tous les jours, pas tous les jours, mais il y a un rythme dans la famille, mais ça peut être des vacances dans ce niveau-là aussi. Pourquoi pas? Ah bon? C'est se redécouvrir, en fait, redécouvrir son partenaire, son conjoint. Oui, pourquoi pas? Dans des lieux différents. On se dit, on fait un break. Refaire sa sexualité. On fait un break, on revoit tout ce qu'on a fait pendant l'année. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? On se cultive, on lit, et puis on se dit, bon, quand on revient, le premier terrain d'expérimentation, c'est le partenaire. Et donc, on y va pour expérimenter ce qu'on a lu pendant ces vacances, ce qu'on a entendu dire, ainsi de suite. Voilà aussi une forme de vacances. Donc, c'est faire les choses que nous n'avons pas eu l'habitude de faire, ce que nous n'avons pas pu faire, parce que la vie au quotidien, elle était très stressante, elle était très prenante, et on n'avait peut-être même plus le temps de faire les choses comme on aurait voulu les faire, même ne serait-ce que manger. Ne serait-ce que manger. Prendre le temps donc, de déguster ce qu'on a. Prendre le temps, on mange presque tous debout parce qu'on est pressé, les contingences, il faut prendre, on a 1 heure dans les embouteillages avant d'arriver au bureau, 1 heure pour revenir à la maison. Donc on fait tout à la hâte. On ne voit pas assez ses enfants. On ne voit pas assez ses enfants. Mais les vacances, c'est l'occasion de rectifier tout ça. Les vacances peuvent être source de problèmes dans le sens où, vu que l'emploi du temps change, le rythme de vie change, on a de nouvelles habitudes, justement, qu'on ne cerne pas encore. Je veux dire, il y a des personnes qui travaillent toute la semaine, toute l'année, et donc qui sont réglées comme ça, qui se lèvent tous les jours à 4h, à 5h, à 6h du matin, ils sont debout. Même en vacances, ils n'arrivent pas à dormir plus. Alors qu'on est dans un couple où toute l'année, on se réveille ensemble à 6h pour aller au travail. Là, pendant les vacances, moi, Eva, qui suis une bonne dormeuse, je dors jusqu'à 9h. Marco, qui se lève à 5h, il estime que, réveille-toi, pourquoi tu dors encore? On a beaucoup de choses à faire. Mais on est en congé, on est en vacances, il faut qu'on dorme. Exactement. Ah bon? C'est là les objectifs des vacances. C'est là les objectifs des vacances. Qu'est-ce qu'on veut pour nos vacances? Qu'est-ce qu'on y met? C'est cela. Est-ce que ce n'est pas mieux de recréer, de créer soi-même ses vacances? De mettre là-dedans de la consistance qui vient de nous. C'est-à-dire, c'est nos vacances, on se les approprie, on n'a pas besoin de faire comme les Européens, faire comme les Chinois, les Japonais, enfin bref, on vit nos vacances à notre manière. Parce que, comme disait quelqu'un aussi, les vacances, d'abord, c'est dans la tête. Absolument.
c'est vrai que quand on est en vacances, je fais ce qui me plaît. C'est la formule. C'est tout. À mon rythme, d'accord, et comme je le veux. C'est-à-dire la manière, d'accord. On prend le temps pour tout. Donc, je n'ai plus besoin de calquer mon emploi du temps sur celui de mon partenaire. D'accord? Même quand nous sortons ensemble de la maison et que nous allons dans un lieu qui est commun, une fois là-bas, je ne suis pas obligée de me réveiller à la même heure que toi. Parce que j'ai peut-être besoin de dormir. Mes vacances, à moi, c'est pour dormir. En tout cas, franchement, merci voilà. beaucoup. Oui. Donc, si c'est pour dormir, dans nos objectifs, avant le départ, on le spécifie bien. Nous partons, mais pour moi, ça sera ceci. Franchement. Et pour toi, ça sera quoi? Cela est dit. De telle sorte que quand on est en vacances, on ne se piétine pas, on ne se stresse pas. Voilà. Même en vacances, les parkings sont partagés? Le parking partagé, nous avons dit partir ensemble, se séparer et se retrouver. Donc, il y a un moment où, effectivement, il y a un moment de séparation. Mais nous disons que la séparation doit être brève, car toute séparation est source d'introduction d'autres choses qui ne sont pas toujours maîtrisées. Il faut qu'on sache ce que chacun a fait de son côté pendant la séparation. Alors, oui, c'est ça les objectifs. Voilà. Ce sont les objectifs des vacances. Cela ne dit pas que parce que je vais de mon côté, que je ne dois pas venir dire ce que j'ai fait de mon côté ou ce que je vais faire avant de partir. Ce que je suis en train de faire. Avant de partir, au moment où on va se séparer, moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, je pense que je vais faire ci. Avec toutes les prévisions, il peut y avoir des choses qui n'ont pas été prévues et qui arrivent. Ce sont là aussi les vacances. C'est le piment. Et même dans la vie de tous les jours, même quand on prévoit tout, il y a toujours des choses qui arrivent qu'on n'a pas prévues. Donc quand on revient dans le retour, on se dit, ah, pendant que j'étais à tel endroit, voilà telle découverte, voilà ce qui m'est arrivé, voilà un certain nombre de choses. Et même qu'aujourd'hui, nous avons donc les téléphones, nous avons beaucoup d'éléments à notre disposition. Même pendant la période de séparation, on peut dire, ah, mais je fais une vidéo, je montre que voilà ce que je suis en train de faire, ainsi de suite. Je fais une randonnée, je voilà, suis il avec faut être joignable. Il faut être joignable, il faut être joignable et dire exactement ce qu'on est en train de faire pour ne pas susciter des jalousies, pour ne pas susciter des conflits inutiles. Parce que nous sommes en vacances et l'objectif... Le couple n'est pas en vacances. L'objectif de... Voilà, l'objectif des vacances, c'est de prendre du plaisir et se relaxer, se refaire, se revitaliser pour revenir en forme. Donc, il n'y a pas lieu d'introduire des choses qui vont Exactement. Je suis tellement d'accord avec ce que vous dites. Je disais, le couple en vacances, le couple n'est pas en vacances. On ne donne pas des vacances au couple. Le couple n'est pas vacant. Voilà. Le couple n'est pas vacant. On est encore ensemble. On décide de faire chacun des choses de côté. Mais il faut informer l'autre. Il faut être joignable. On ne va pas dire, ah, maintenant, comme je suis en vacances, c'est la fête, je fais tout ce que je veux. On a compris, on sera joignable. Le téléphone va passer. Vous travaillez dans les communications maintenant, dans les télécommunications? Non, je le dis pour le bien des couples qui nous suivent. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à imaginer des choses. Tout à fait. Alors, on va parler des finances en vacances. C'est vrai que, vous l'avez dit, tout cela se prépare bien longtemps à l'avance. Le budget, il est fait, l'endroit, il est trouvé, les moyens de s'y rendre, etc. etc. Mais quand on est en vacances, on est emmené à dépenser plus. Puisque, en temps normal, on passe peut-être 8 heures, voire 10 heures dans un bureau où on ne paie rien. Mais là, on est en vacances, on est libre toute la journée. Donc, on se balade, on fait du shopping, on mange plus. C'est vrai qu'on prend du poids d'ailleurs. On mange plus, on achète beaucoup de choses. Le budget, comment est-ce qu'il faut le gérer? Alors, la gestion du budget... Est-ce qu'il y a un fonds de souveraineté? Oui, absolument. Pour chacun. Pour chacun. Pour chacun. Et jusque-là, nous parlons... Connaissant les femmes, elles viennent voir toujours... Enfin, le fonds de souveraineté de l'homme, évidemment, le fonds de souveraineté du couple. Partagé. Exactement, oui. Et le fonds de souveraineté de la femme, le fonds de souveraineté de la femme. Oui. Ça, je dis oui. De la femme? Oui, je dis oui. Ah bon? Idéalement, la femme devrait pouvoir mettre à disposition. Mais il est bon qu'à un moment donné, peut-être si toute l'année, elle a contribué, elle a participé, que son fonds de souveraineté pour les vacances soit juste son fonds de souveraineté, étant entendu que le fonds des vacances a déjà été mis à disposition pour les vacances. Jusque-là, nous parlons de couple, mais nous parlons du couple conjugal. Mais il y a aussi le couple parental, c'est-à-dire les parents, donc le parent
et les enfants, ça fait un couple aussi. Donc, partir en vacances, c'est ça aussi. Ce couple-là peut partir aussi en vacances, c'est l'une des possibilités parmi les 4 dont j'ai parlé. Donc, le budget se fait en fonction de s'il s'agit du couple conjugal, monsieur et madame, ou s'il s'agit du couple parental, monsieur et madame donc, et les enfants. Donc, le budget doit être conséquent, vu qu'on est dans la liberté et la libéralité accompagne. On a envie de dépenser, mais il faut raison garder pour toute chose. Car après les vacances, il faut revenir à la vie, à la réalité de la vie. Et il y a la scolarisation des enfants, il y a les factures et il y a tout ce qui nous attend. Et donc, vacances, oui, mais dépenses gérées. Et c'est l'homme qui en prend toujours pour ses grades. Alors, moi, j'aimerais savoir, il nous reste quelques minutes seulement. Un couple, par exemple, qui a commencé à travailler à 5-6 ans, et un couple qui cumule 20-25 années de vie commune, est-ce que le feeling au niveau des vacances est le même? Naturellement, non. En 25 ans, on a eu le temps de faire beaucoup de choses ensemble. Et, l'âge aussi. Et puis, il y a l'âge aussi. On n'a plus le même dynamisme. Et donc, les vacances aussi dépendent de la personne. Le couple, c'est le couple, hein? Le couple, c'est le couple, mais le couple a pris de l'âge. L'entité a pris de l'âge. Comme tout enfant qui commence les besoins des vacances d'un nourrisson, ce n'est pas les besoins de l'adolescent. Qui a plus besoin de vacances entre les deux couples? Le jeune couple et le vieux couple, qui a plus besoin de vacances? Alors, tout est question de la personnalité de ce couple-là. Le couple a une personnalité, donc tout dépend de la personnalité du couple. Mais on serait enclin à dire que les jeunes couples ont besoin beaucoup plus de vacances parce qu'ils sont dynamiques, parce qu'ils font beaucoup de choses à la fois. Donc, ils ont besoin beaucoup plus de repos qu'un couple qui a eu le temps d'organiser, de voir ses enfants grandir, de gérer un certain nombre de choses. On se retrouve de plus en plus facilement à deux. On n'a plus le poids des enfants et tout cela. Beaucoup de choses se gèrent à distance. Donc, on a moins besoin et moins souvent besoin de vacances qu'un couple jeune. Ce qu'on pourrait penser. Pour dire que les vacances, c'est bien, mais nous disons que les meilleures vacances, c'est de penser à des retraites spirituelles, par exemple, pour se refaire. Parce que le couple est une entité d'une création de l'être suprême Dieu, l'Éternel. Et donc, une période de vacances serait se mettre face à lui, individuellement ou ensemble. Et de cela, on est revitalisé, on est reconstruit et on se retrouve véritablement face à son Créateur avec de nouvelles dispositions. Quand on revient, on est forcément revitalisé, on est véritablement une nouvelle personne transformée et ça fait beaucoup de bien. Les vacances, oui, mais pensez aussi retraite spirituelle. Et bonnes vacances à tous. Merci. Bonnes vacances à tous. Merci à vous, bonnes vacances également. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Vous n'êtes pas encore en vacances, nous non plus, ce sera pour vendredi. Merci à Fatim DJ et à Maïs Sako qui nous ont présenté les informations du jour. Et franchement, on vous souhaite, là on joue les prolongations là, dans Matin Bonheur. C'est pas qu'on est heureux de partir en vacances. Personnellement, vous allez me manquer parce que je vais me réveiller toujours à 3h30 du matin comme d'habitude. Mais après, le rythme, je vais dormir comme elle a dit parce qu'on en a besoin également. Mais en tout cas, on remercie Madame Song Guessang qui fait son dernier jour de consultance de chronique avec nous. Franchement, pendant toute cette année, toute cette saison, nous vous remercions du fond du cœur. Merci pour vos éclairages. Merci d'avoir tapé sur les hommes, sur les femmes, en tout cas d'avoir été équilibriste. Merci beaucoup. Merci. Parfois, Eva était dans tous ses états. Les débats se poursuivaient avec elle-même ici, après même la fin du générique. Merci également à Christelle Akoussa qui réalise donc sa dernière émission de la saison. On lui fait un gros bisou et on lui souhaite vraiment de bien se reposer. À partir de demain, ce sera Soro. Félicité. Merci et on vous souhaite bonne journée, très bonne journée. Bien sûr sur RTI 1.